On est dans un climat un peu insurrectionnel depuis l'utilisation du 49.3. Ensuite, après, est-ce que c'est en lien directement avec la manifestation? Je crois qu'il faut séparer les deux. Parce qu'en fait, là, on est sur une manifestation des écologistes qui sont contre une bassine. Et effectivement, le climat social conduit à une radicalisation. Les personnes qu'on a là, on a deux catégories de population. La catégorie qui manifeste légitimement, parce que la manifestation est un droit constitutionnel, et ceux qui viennent uniquement pour casser du flic. Parce que vous avez 1000 à 1500 personnes qui sont là uniquement pour casser du flic, qui sont là pour en découdre avec les forces de l'ordre. Lorsque vous arrivez, notamment à Sainte-Soline, et qu'on saisit le vendredi, donc la veille, des machettes, des sabres, des battes de baseball, on ne peut pas dire que ce soit des manifestants pacifiques. Et donc, du coup, se pose une question, comment on fait pour qualifier et pour arrêter ces gens d'extrême gauche et d'ultra gauche? Moi, je pense qu'il faut appeler les gens par leur nom. Quand vous avez des personnes qui sont là pour imposer leurs idées politiques par la terreur, par la violence, ce sont des terroristes. Donc, il faut les traiter comme tels. Et je pense qu'il faut envoyer les forces de l'ordre attraper ces types d'ultra-gauche et d'extrême-gauche, parce que sinon, dans les semaines et les mois à venir, vous aurez ces mêmes personnes-là qui vont pas manifester à Sainte-Soline, mais qui vont manifester contre la réforme des retraites, qui vont manifester contre le gouvernement, qui vont utiliser tous les prétextes et chaque manifestation pour en découdre avec les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre se dévouent pour le bien commun depuis une dizaine d'années, depuis l'apparition des attentats du 13 novembre 2015. Ils sont là sur tous les fronts. Est-ce qu'ils sont toujours en état de pouvoir défendre les Français? Si par cas, le gouvernement ne les défend pas, les forces de l'ordre nous protègent. Maintenant, c'est à nous de protéger les forces de l'ordre en leur donnant les moyens juridiques pour pouvoir arrêter ces gens-là. Et je pense que donc, du coup, il faut employer les bons faits juridiques. Si par cas, vous qualifiez ces personnes-là de terroristes, ça veut dire que vous avez un arsenal juridique en dehors du droit commun pour les appréhender de façon préventive. Vous pouvez utiliser toute une clause qui est à disposition des policiers et des juges pour pouvoir les arrêter. Et je pense que ça permet aux forces de l'ordre d'avoir plus de moyens pour arrêter ces personnes. Alors justement, Georges Fenech, où est la limite? La limite, hein. Vous avez un peu tout. Ce qui est clair, c'est que le pays est dans un bordel sans nom. C'est à la fois une ZAD, c'est la chienlit, et vous avez exactement tout en même temps. Vous avez des jeunes qui manifestent tous les soirs, qui font rappeler à la manifestation contre Hollande Nuit debout à l'époque. Vous avez une part de jeunisation aussi, avec des mouvements spontanés qui apparaissent un peu de partout, et sans que ce soit véritablement structuré, avec des déclarations tous les soirs. Vous avez les syndicats qui manifestent, vous avez les jeunes qui manifestent, vous avez les jeunes écologistes maintenant qui vont se battre contre les forces de l'ordre et qui vont essayer d'occuper une bassine. Et donc, du coup, vous avez un petit air de mai 68. Et donc, vous avez quasiment un pays qui est contre ce gouvernement et contre son président de la République. Et dans le même temps, vous avez une impasse, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'alternative au président de la République et sa majorité relative. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est de savoir comment on sort de cette situation en sachant qu'il y a très peu d'issues. Il n'y a pas d'issue par la rue parce que la rue n'a pas de leader affirmé pour faire émerger quelqu'un pour remplacer Elisabeth Borne. Les partis politiques n'ont personne pour faire émerger Elisabeth Borne. Et dans le même temps, le pouvoir est incapable de tenir la rue, incapable de pouvoir tenir les effets de sécurité. Donc, parce que ce qui s'est passé là, c'est plutôt, ils ont reculé pour essayer de tenir la zone plutôt que d'essayer d'attraper les membres d'ultra-gauche et d'extrême-gauche. Parce que Georges l'a rappelé tout à l'heure, mais il n'y en a aucun qui a été arrêté. Il n'y en a aucun qui va être condamné. Et si par cas ils sont attrapés, ils vont uniquement recevoir un rappel à la loi. C'est-à-dire que s'il y a une autre manifestation, dans 3 semaines ou dans 4 semaines, c'est rebelote, c'est la même histoire. Et c'est pareil pour les manifestations mardi avec l'intersyndicale. Ce sera pareil avec les jeunes qui vont manifester le soir et qui ont brûlé la devanture de la mairie de Bordeaux. Et donc vous arrivez à une situation où le gouvernement ne tient absolument plus rien. Et comme vous l'avez indiqué, c'est un bordel et un pays qui ressemble davantage à une ZAD qu'à la 6e puissance mondiale. Et cette manifestation? En fait, Emmanuel Macron, sur ce dossier-là, spécifiquement, sur la réforme des retraites et sur le dossier Sainte-Soline, il agit un peu comme un pompier pyromane. C'est-à-dire que c'est lui qui est jugé responsable par les Français de la montée des violences en France. C'est lui qui a marché sur le Parlement avec le 49.3. C'est lui qui a marché sur les syndicats en refusant de recevoir l'intersyndicale. C'est lui qui a marché sur le Sénat en imposant un vote bloqué. C'est lui qui a marché sur les manifestants lorsqu'ils voulaient faire entendre des revendications. Et désormais, ce qu'il espère, et ce que tout le monde sait, tous les journalistes politiques le savent, c'est que Borne va sauter, mais que, en fait, il attend juste le moment qu'il y ait assez de violence dans le pays pour ensuite, après, provoquer un réflexe légitimiste, comme lors de la crise des Gilets jaunes, afin de reprendre la main et de bénéficier du soutien de la droite sur le plan institutionnel, comme à l'époque des Gilets jaunes. Il espère exactement le même scénario. C'est pour ça que Borne n'est toujours pas virée. Elle doit servir de fusible pendant 2-3 mois, le temps que ça monte un peu, et qu'ensuite, après, les retraités, les boomers soient inquiets qu'il y ait une violence dans le pays, et il fait un réflexe légitimiste pour soutenir le pouvoir. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, dans tous les milieux de pouvoir, tout le monde sait que c'est la stratégie d'Emmanuel Macron. Et donc, du coup, il pourrit la situation pour faire en sorte que ces scènes-là soient répétées. Est-ce qu'il organise ça? Il ne faut pas être complotiste, c'est pas vrai. Mais est-ce qu'il pour autant, ça l'arrange d'avoir des images comme ça?
et ben, tout le monde vous dira, et tous ceux qui connaissent Emmanuel Macron savent que c'est sa stratégie pour essayer de renverser la situation et provoquer un réflexe légitimiste avant de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale et d'essayer de reprendre la main. En gros, c'est ça la stratégie. Et donc, du coup, les Français se posent une véritable question. Ceux qui sont ni avec les manifestants qui cassent et ceux qui sont ni avec le président de la République. Vous avez une grande majorité de Français qui sont dans cette situation et qui se disent pourquoi est-ce qu'on est pris entre deux feux avec un président qui pourrit la situation et les casseurs, les Black Blocs qui brûlent tout Paris et qui brûlent toutes les villes uniquement pour manifester leur mécontentement. William T, n'est-il pas pris au piège avec cette stratégie, puisque s'il laisse la violence circuler, ce n'est pas bon évidemment pour son image, ce n'est pas bon pour le quinquennat, ce n'est pas bon pour le pays, ce n'est pas bon pour le gouvernement. Et s'il venait à céder sur quelque chose, on se dirait tout simplement que c'est grâce à la violence que le gouvernement a plié. Mais c'est ce qui s'est déjà passé. Donc il est pris au piège aujourd'hui. Lors de la crise des Gilets jaunes, parce que Georges a dit qu'on a eu, lors de la crise des Gilets jaunes, on a eu une montée de violence sans précédent. Ça s'est uniquement interrompu en raison de la crise sanitaire. Avec la réforme des retraites, on a eu les mêmes cas de manifestation. Donc on a eu une pause pour la crise sanitaire, c'est normal, les gens étaient enfermés chez eux. Donc ils ne pouvaient pas sortir aller manifester. Ensuite, après, ça a repris dès que la crise sanitaire était terminée. Mais lors de la crise des Gilets jaunes, quand vous prenez la chronologie des événements, Emmanuel Macron cède après le saccage de l'Arc de Triomphe. Et pas avant. Avant, il dit qu'il ne retirera pas la fiscalité sur les carburants. C'est lorsqu'il y a les saccages de l'Arc de Triomphe, qu'il y a le saccage dans les rues de Paris, que vous avez des racailles qui viennent à Paris faire leurs courses, etc. C'est à ce moment-là qu'il cède. Et c'est au moment où il y a une montée des tensions sur la première réforme des retraites dans son premier quinquennat, qu'il cède aussi sur l'âge pivot et qui retire son texte de loi. Et donc, du coup, il y a une partie des gens qui pensent qu'avec Emmanuel Macron, ce qui marche, c'est de foutre 5 types devant l'Élysée avec des drapeaux, casser quelques trucs et qui cèdent. Parce qu'au départ, il fait toujours le malin, il gonfle le torse, etc. En se disant on cédera pas, et tout le monde sait qu'il va céder. Voilà. Et donc, du coup, vous avez un phénomène qui se répète à chaque fois, comme en décembre dernier avec les blocages de la SNCF. Il dira non, on ne cédera jamais, on ne fait pas d'augmentation avec les types de la SNCF. Et au final, ils ont eu leurs augmentations. Et vous prenez chacun des actes comme ça, à chaque fois, les gens se disent avec Emmanuel Macron, c'est le rapport de force qui marche. Et donc, du coup, on va les manifester, on va taper plus fort et il va céder à la fin. Et l'image de la France, Georges Fenech. Vous participez à une manifestation interdite, vous cautionnez les actes qui s'y passent. Et moi, je pense qu'une grande partie de la NUPES, notamment de la France insoumise, a conduit à ce climat actuel. C'est eux qui ont tendance à vouloir bordéliser le pays depuis les dernières élections législatives. C'est eux qui ont bordélisé les débats à l'Assemblée nationale. Ils pensent que l'Assemblée nationale, c'est la fête de l'UMA ou une ZAD. Et donc, du coup, ils veulent faire pareil dans tout le pays entier. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça ? C'est uniquement d'un point de vue stratégique. Parce qu'en fait, eux pensent qu'en faisant ce type de climat, ils puissent parler à ce que vous avez décrit, à une partie des citoyens qui se sentent décalés par la communication institutionnelle et classique des médias traditionnels et du gouvernement. Et donc, en s'adressant à cet électorat-là, il peut se qualifier au deuxième tour. Et je pense que la tactique secrète de Jean-Luc Mélenchon, c'est de se dire qu'on arrive au second tour contre Le Pen et on espère un front républicain contre Le Pen. Et c'est pour ça qu'il veut bordéliser le pays, pour créer 2 blocs, le bloc de Le Pen et le bloc de Mélenchon. Et donc, du coup, ils vont cautionner, ils vont faire monter petit à petit ce type d'actes, ils vont cautionner ce genre de discours. Parce que quand vous avez des personnes comme ça qui viennent uniquement pour venir en découte avec les forces de l'ordre, 1000 personnes qui se trimballent avec des machettes, des haches, des sabres ou je ne sais pas quoi d'autre, est-ce que ça joue pas notamment du fait que la LFI et Mélenchon ont tenu des discours sur la police tue ? À partir du moment où vous délégitimez la violence... Et sur l'encouragement à la dégradation aussi. Exactement. Le monopole de la violence légitime appartient à l'État et aux forces de l'ordre. À partir du moment où vous délégitimez le fait que la police puisse assurer la sécurité, l'ordre et la loi dans ce pays, dans ce cas-là, vous créez un discours contestataire qui encourage des personnes à adopter une démarche contestataire anarchique qu'on a déjà connue à différents temps de notre histoire. William T, tout est bon pour la violence ? Moi, je pense qu'ils utilisent, il y a une partie d'entre eux qui utilisent ça comme prétexte uniquement pour aller casser du flic. Ça, c'est très certain. Parce que vous ne débarquez pas avec des haches, etc., pour manifester contre une bassine. Sinon, c'est pour la dégrader. Ce ne sont pas les 10 000 manifestants, encore une fois. Non, pas les 10 000, mais il y en a 1000, 1500 qui sont comme ça et qui sont là uniquement pour tout casser. Moi, je pense que ce projet est de bon sens. L'été dernier, on a eu un problème de dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu assez d'eau. Et donc, les effets, moi je ne parle pas de réchauffement climatique, je parle de dérèglement climatique, ont des conséquences, notamment en termes de changement de climat. C'est-à-dire que les pluies sont plus aussi régulières qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut que les pouvoirs publics puissent organiser le circuit de l'eau, notamment en termes d'économie circulaire, de recyclage d'eau et de pouvoir stocker au moment où il n'y a pas de pluie, pour sauver les agriculteurs, pour sauver nos projets, pour éviter les cas de sécheresse et pour éviter les moments où on n'a plus d'eau, etc. Et donc, du coup, c'est un projet de bon sens. Et puis, il y a une saute règle aussi qu'il faut écouter. Et moi, c'est la règle que je donne à tout le monde. N'écoutez jamais les escrologistes. Vous allez finir pauvre. Vous avez bien dit les escrologistes. Les escrologistes. Je vais expliquer pourquoi. Vous allez finir pauvre et votre gamin va se retrouver avec un gilet orange en train de bloquer une autoroute. N'écoutez jamais ces types-là. Ce sont des types qui nous ont dit que le nucléaire était mauvais et qu'il fallait arrêter le nucléaire. Ce sont des types qui nous ont expliqué, notamment qu'il fallait faire tous les types de projets éoliennes, etc. C'est-à-dire qu'on a cramé 35 à 60 milliards d'euros par an
pour nous pondre ces daubes de panneaux photovoltaïques, ces daubes d'éoliennes. Et résultat, on a un problème et on a une première ministre qui nous explique qu'il faut faire du délestage et réduire notre consommation d'électricité. Donc si vous écoutez un escrologiste, vous allez finir un pauvre et votre gamin, au lieu d'aller à une école et de respecter la loi et l'ordre, il va se retrouver en train de bloquer une autoroute avec un gilet orange. Donc si vous voulez faire ça, eh ben vous allez dans un sacré drap. Donc n'écoutez surtout pas ces types-là. Mais la problématique des nappes phréatiques ou de la consommation et de l'utilisation de l'eau, notamment dans les Deux-Sèvres, elle existe véritablement. Oui. Il y a des sujets légitimes, néanmoins. Oui, alors, quand c'est les accapare, d'accord, William T, mais il y a des gens qui croient fermement... Non, mais c'est juste une question, une question de logique. On nous a parlé de réchauffement climatique, c'est vrai, ça existe. Mais le point essentiel, c'est le dérèglement climatique. Ça veut dire que vous avez des tempêtes qui sont irrégulières, vous avez des pluies qui sont irrégulières. Et donc, du coup, les pouvoirs publics, est-ce qu'ils peuvent lutter contre le réchauffement climatique lorsque vous êtes la France et vous pesez 1% des émissions de gaz à effet de serre ? Non, vous ne pouvez pas, sans parler à la Chine et aux États-Unis. Mais actuellement, Macron ne peut même pas recevoir un roi. Vous pensez qu'il va contraindre Joe Biden ou le président chinois à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc le seul truc qu'on peut régler, nous, c'est les effets du dérèglement climatique. C'est de faire en sorte qu'en cas de sécheresse, votre population ait de l'eau. Pour faire en sorte que tous les effets de dérèglement climatique, les incendies et les forêts, on ait des modèles de protection en cas d'incendie. Et sur ce cas précis de projet, comme vous avez des cas de sécheresse et que les agriculteurs ont besoin d'eau et que votre population a besoin d'eau, il faut faire en sorte de stocker l'eau. Et donc, pour stocker l'eau, il faut créer des méga-bassines pour que lorsque vous n'avez pas de pluie, les agriculteurs et la population puissent piocher dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi ils sont contre, mais bon, de toute façon, moi, je pense qu'il ne faut pas les écouter. Une partie des manifestants sachent exactement ce pourquoi ils sont sur le terrain. Non, mais il y en a qui sont contre uniquement parce qu'ils sont contre. Ils sont parce que ce que vous aviez dit tout à l'heure, parce qu'ils sont contre le gouvernement, ils sont contre Macron. Donc tous les projets proposés par Macron, ils sont contre.